Comment votre petite rivalité fraternelle a exposé le secret le plus sombre de votre famille? En grandissant, mon frère Sen et moi étions comme Tom et Jerry. Nous nous battions à vue. S'il me voyait entrer dans la cuisine, je courais vers lui avec un couteau. S'il me voyait me brosser les dents, il attrapait le club de golf de papa et me frappait la tête. Nous nous battions pour tout. La télécommande de la télévision, la première tranche de pizza. Nous nous battions même pour savoir qui se détestait le plus. Des bagarres en bonne et due forme qui se terminaient avec maman qui hurlait et des voyages réguliers en ambulance. Nous ne pouvions pas nous supporter jusqu'à ce que nous arrivions à la fin de l'adolescence et décidions de faire du MMA ensemble. Nous n'avions aucune idée que cela détruirait un jour notre famille. La première fois que nous avons fait du sparring, il m'a mis KO. Ce soir-là, je lui ai lancé une paire de gants et lui ai dit de les mettre. Nous sommes tous les deux allés à l'école avec des yeux au beurre noir le lendemain. Bientôt, nous nous poussions l'un l'autre à nous améliorer, allions ensemble à la salle de sport de MMA, et à un moment donné, nous sommes devenus meilleurs amis. Où il allait, j'allais. Si tu t'en prenais à moi, tu t'en prenais à lui. 12 ans plus tard, nous avions nos ceintures noires. Nous nous entraînions à la salle un jour lorsque nous avons entendu un bourdonnement provenant du sac de Sen. Il s'est approché, a vérifié son téléphone et a vu 2 appels manqués de maman. Ses yeux se sont écarquillés. La règle d'or de maman était qu'elle n'appelait jamais 2 fois à moins que quelqu'un ne soit mort ou sur le point de l'être. Il a rappelé immédiatement. Son expression est passée de confuse à terrifiée en quelques secondes. Il faut qu'on y aille maintenant. Il a attrapé ses affaires et a couru vers la porte. Je l'ai suivi sans poser de questions. Nous nous sommes précipités à l'hôpital. Pendant tout le trajet, Sen ne me disait pas ce que maman avait dit. Il répétait juste « Dépêche-toi ». Quand nous sommes arrivés dans sa chambre, je n'étais pas préparé à ce que j'ai vu. Maman était sur le lit d'hôpital avec le nez cassé et le visage violet et enflé. On aurait dit qu'elle avait eu un accident de voiture. « Que s'est-il passé ?» a demandé Sen, la voix tremblante. Maman a commencé à pleurer. 2 hommes ont fait irruption dans la maison. Ils m'ont battu. Le visage de Sen s'est transformé en rage en quelques secondes pendant que je prenais la main de maman. Les hommes n'ont rien pris, a continué maman. Pas mon sac à main, pas la télé, rien. C'est comme s'ils étaient venus pour me blesser. Mon esprit a commencé à s'emballer. Qui ferait cela et pourquoi? Maman a lu dans nos pensées à ce moment-là. Peut-être qu'ils peuvent voir qui c'était sur la vidéo de sécurité. Elle a pointé le téléphone dans la poche de sa veste. Vous voyez, maman avait des caméras de vidéosurveillance installées chez elle parce qu'elle était terrifiée par les cambriolages. Sen et moi avons attrapé son téléphone et avons regardé la vidéo de sécurité ensemble. 2 hommes masqués ont forcé la serrure, sont entrés et sont allés directement vers elle. Ils n'ont même pas regardé les objets de valeur. Ils l'ont plaqué au sol et l'ont frappé à plusieurs reprises. C'était horrible à regarder, et nous avons failli pleurer. Leurs corps entiers étaient couverts de vêtements noirs. Mais lorsque l'un d'eux s'est étiré, son cou est devenu visible pendant une seconde. Il y avait un tatouage là, très distinctif. J'ai regardé de plus près. « Attends, je connais ce tatouage. »« Quoi ?» m'a demandé Sen. « C'est l'ami de papa, Jason. Il a exactement ce tatouage sur le cou. » Les yeux de Sen se sont exorbités comme ils le font avant ses combats. Vous voyez, il y a 5 ans, la collègue de papa a accusé notre mère d'être infidèle parce qu'elle le voulait pour elle. Elle lui a montré des captures d'écran prouvant que maman était infidèle. Il l'a cru sans lui parler. Je me souviens qu'il était très en colère quand il est parti, plein de haine. « Tu crois que papa a fait ça ?» ai-je demandé doucement. « Tu crois qu'il a dit à Jason d'attaquer maman ? On devrait appeler la police ?» Nous sommes restés silencieux pendant longtemps. Puis, Sen a dit quelque chose qui a tout changé. « Nous n'irons pas voir la police. »« Quoi ?» Sen a claqué. « Ils auront un procès dans 6 mois, libération conditionnelle ? » Peut-être. Ce n'est pas une vraie justice. Nous allons nous en occuper nous-mêmes. J'ai regardé le visage enflé de maman et j'ai hoché la tête. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous découvrons qui l'a fait. Ensuite, nous réglons ça. Pendant les 13 mois suivants, nous sommes devenus des enquêteurs. Nous nous sommes renseignés sur Jason. Nous l'avons suivi, avons observé où il allait, à qui il parlait. Tout le temps, nous nous sommes entraînés plus dur que jamais. Chaque coup que nous avons porté était pour maman.
Chaque heure passée à traquer nous a rapprochés de la vérité. Plus nous creusions, plus tout désignait Jason. C'était le meilleur ami de papa. Ses collègues ont vu un ensemble noir dans son sac le jour où ils ont attaqué maman. Il a soudainement eu une nouvelle voiture et son hypothèque payée. Papa avait l'habitude de payer des faveurs dans le passé. Quand nous avons décidé que c'était lui, nous avons su quoi faire. Nous avons choisi un vendredi soir où Jason est sorti de son club de striptease habituel. Nous avons attendu sur le parking. Quand il est sorti, nous nous sommes interposés. Je n'ai rien dit, je l'ai juste fixé avec ma batte de baseball à la main. Sen a fait craquer ses jointures. Jason nous a regardés, puis nos mains, puis nos visages. Monte dans la voiture. Jason est monté. Nous avons conduit jusqu'à la maison de papa. Nous l'avions surveillé aussi. Nous savions qu'il était seul à la maison. Quand nous avons frappé, papa a ouvert la porte et sa réaction n'avait pas de prix. Nous sommes passés devant lui et sommes entrés dans la maison. Jason a essayé de reculer, mais nous l'avons bloqué. « Dis-nous ce que tu as fait à maman, » ai-je dit. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » bégaya Jason. Sen a frappé Jason avec la force de 13 ans d'entraînement et de rage. Il est tombé au sol. Nous avons la vidéo. Nous avons vu ton tatouage. Papa s'est interposé entre nous. « Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez !»« Tu lui as dit de le faire ?» ai-je demandé à papa. « Tu as demandé à Jason de frapper maman ?» Non, papa semblait effrayé. Je n'ai rien fait. Sen s'est approché du visage de papa. Alors, qui était l'autre personne avec toi? Qui d'autre a attaqué notre mère? Le visage de papa s'est effondré tandis qu'il se recroquevillait. Ce n'était pas moi. Je jure que ce n'était pas moi. Alors qui? Criait Sen maintenant. Papa s'est effondré contre le mur. Sa voix est sortie brisée. C'était mon fils. Mon autre fils d'avant de rencontrer votre mère. Vous ne savez rien de lui. Il a 32 ans. La pièce est devenue silencieuse. Papa avait un autre fils. Un fils qui a frappé notre mère presque à mort. Sen et moi nous sommes regardés et avons fait ce subtil hochement de tête qui signifiait qu'il était temps de s'occuper de l'affaire. J'ai attrapé papa par le col et l'ai tiré en avant jusqu'à ce que nos visages soient à quelques centimètres l'un de l'autre. Son souffle sentait la peur et le whisky bon marché. Sen s'est déplacé rapidement, se positionnant entre nous et la porte d'entrée pour que Jason ne puisse pas s'enfuir. Les mains de papa tremblaient, tandis que les mots sortirent de sa bouche, disant que le nom de son autre fils était Casper, qu'il le subvenait depuis des années sans le dire à personne. Il a affirmé que Casper avait besoin d'argent et que papa lui avait parlé d'objets de valeur chez maman. Le mensonge était si mauvais que je sentais mon sang bouillir. J'ai repoussé papa brusquement et il a trébuché contre le mur. Ils n'ont rien pris chez maman. Pas son sac à main, pas la télévision, pas les bijoux, parce que ce n'était pas pour le vol. C'était pour la blesser. Sen a marché jusqu'à l'endroit où j'avais laissé tomber ma batte de baseball et l'a ramassée lentement, laissant papa voir chaque mouvement. Les yeux de papa se sont écarquillés et il a commencé à parler plus vite, nous donnant une adresse de l'autre côté de la ville. Nous suppliant de ne pas blesser Casper. Il n'arrêtait pas de dire que Casper n'était qu'un gamin qui avait fait une erreur. J'ai ri, et c'est sorti amer et en colère parce que Casper a 32 ans, il est plus âgé que nous deux, et il a frappé notre mère jusqu'à ce que son visage ressemble à de la viande crue. Nous nous sommes dirigés vers la porte, et je me suis retourné pour regarder papa et Jason, qui étaient toujours sur le sol. Si l'un de vous appelle Casper ou la police avant que nous ayons fini, nous reviendrons et nous finirons ce que nous avons commencé ce soir. Le trajet jusqu'à la maison de Casper a duré 20 minutes, et ni Sen ni moi n'avons dit un seul mot. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches, et je pouvais sentir le cuir craquer sous ma poigne. La respiration de Sen devenait de plus en plus lourde, comme cela lui arrive toujours juste avant un combat. Nous étions sur le point de franchir une ligne dont nous ne pourrions jamais revenir, mais je continuais de voir le nez cassé et le visage enflé de maman dans mon esprit. L'adresse que papa nous a donnée menait à un immeuble d'appartements délabré avec la moitié des lumières de sécurité cassées et des graffitis recouvrant les murs. Nous nous sommes garés de l'autre côté de la rue et avons surveillé la fenêtre du 3e étage que papa a dit être celle de Casper. Vers minuit, nous avons vu du mouvement à l'intérieur, une ombre passant devant la fenêtre. Sen a suggéré que nous attendions le matin,
Quand Casper sortirait pour aller travailler dans un lieu public où nous pourrions l'attraper sans que les voisins n'entendent et n'appellent la police. Chaque partie de moi voulait monter tout de suite et défoncer sa porte, mais Sen avait raison. Nous avions passé 13 mois à être intelligents avec ça, à traquer Jason et à recueillir des preuves. Se précipiter en colère maintenant était le moyen de nous faire prendre, blessés ou pire. Nous avons conduit jusqu'à un restaurant ouvert toute la nuit et nous nous sommes glissés dans une cabine d'angle. La serveuse nous a apporté du café et nous sommes restés assis là à écrire sur des serviettes tout ce que papa nous avait dit sur Casper. Son nom, son âge, son adresse, le fait que papa l'ait payé pour faire ça. À 3h du matin, mon téléphone a commencé à vibrer et le nom de maman a éclairé l'écran. Mon estomac s'est retourné car elle n'appelle jamais aussi tard. J'ai répondu et je l'ai entendue pleurer, demandant où nous étions, disant qu'elle s'était réveillée d'un cauchemar où nous étions blessés. J'ai menti et lui ai dit que nous étions dans l'appartement de Sen, en train de regarder des films et de manger de la pizza. Elle n'a pas semblé me croire, mais elle nous a dit de faire attention et à raccrocher. Nous sommes retournés à l'immeuble de Casper à 6h du matin et nous nous sommes garés au même endroit. À 6h30, Casper est sorti dans un uniforme marron de camion de livraison avec le logo d'une entreprise sur sa poitrine. Sen a pris des photos de sa plaque d'immatriculation et du logo du camion avec son téléphone. Nous l'avons suivi jusqu'à un grand entrepôt à la périphérie de la ville et l'avons regardé pointer à l'entrée principale. Nous connaissions maintenant son horaire et où il travaillait. Pendant la semaine suivante, nous avons traqué Casper exactement comme nous avons traqué Jason. Il travaille des quarts de 10 heures, 5 jours par semaine, s'arrête au même dépanneur tous les soirs pour acheter de la bière et rentre directement chez lui. Son appartement est toujours sombre à 22h. Il vit seul, sans petit ami ni colocataire que nous puissions voir. Ten a trouvé les comptes de médias sociaux de Casper et nous avons passé des heures à regarder ses photos. Il y a des photos de lui avec papa d'il y a des années lors de barbecues et de matchs de baseball, des réunions de famille. Nous n'avons jamais été invités à des fêtes d'anniversaire où papa sourit et serre Casper dans ses bras comme s'il était fier de lui. Une vie secrète complète que papa a cachée à nous et à maman. Les photos me donnent la nausée car papa a choisi ce fils plutôt que nous. Il l'a payé pour blesser maman et n'a jamais mentionné avoir un autre enfant pendant toutes les années où nous avons grandi. Sen a trouvé des publications de Casper se plaignant de problèmes d'argent et de pensions alimentaires pour enfants impayés. Cela nous donne plus d'indices sur les raisons pour lesquelles papa l'a choisi. Papa a probablement promis à Casper assez d'argent pour régler tous ses problèmes financiers en échange d'avoir effrayé maman. J'ai fait défiler plus de médias sociaux de Casper et j'ai trouvé des photos d'il y a 3 ans le montrant à une fête d'anniversaire d'enfant avec une petite fille. La légende disait « Meilleur jour avec ma princesse ». Et il y a des dizaines de commentaires sur le bon père qu'il est. Je l'ai montré à Sen et il a zoomé sur le visage de Casper sur la photo. Il a l'air heureux et normal, pas comme quelqu'un qui frapperait une femme presque à mort pour de l'argent. Mais ensuite, Sen a fait défiler jusqu'à des publications d'il y a 6 mois où Casper se plaignait que son ex-femme le traînait à nouveau au tribunal pour pension alimentaire impayée. Il écrivait qu'il pourrait perdre la garde s'il ne se mettait pas à jour avec les paiements. Une publication d'il y a 2 mois disait qu'il était désespéré et avait besoin d'un miracle. Papa a dû voir ces publications et a su exactement comment manipuler Casper pour qu'il fasse ce qu'il voulait. J'ai la nausée en pensant à la façon dont papa a utilisé l'amour de Casper pour sa fille comme levier pour l'amener à blesser maman. Sen et moi nous sommes assis dans sa voiture devant l'immeuble d'appartement de Casper et avons discuté de nos options pendant 3 jours d'affilée. Je n'arrête pas de dire que nous devrions aller voir la police avec tout ce que nous savons, leur montrer la vidéo de sécurité, leur parler de la nouvelle voiture de Jason et de l'hypothèque payée, expliquer comment papa a l'habitude de payer des faveurs. Mais Sen secoue la tête à chaque fois et me rappelle que papa engagera un avocat coûteux qui démolira notre enquête. Jason affirmera que l'argent est venu d'ailleurs et que son tatouage est courant. Casper dira qu'il était au travail lorsque maman a été attaquée, et que son employeur pourrait le soutenir. Papa pleurera au tribunal en disant que ses fils essaient de le piéger parce qu'ils sont en colère contre le divorce qui n'a jamais eu lieu. Le procureur examinera nos photos et enregistrements de surveillance et dira que nous avons mené une enquête illégale qui a violé les lois sur la vie privée. Tout ce pourquoi nous avons travaillé pendant 13 mois sera jeté et ces 3-là s'en tireront.
Je sais que Sen a raison, mais j'ai envie de frapper quelque chose. Nous avons besoin de preuves solides qui ne peuvent être expliquées ou rejetées. Nous avons besoin que Casper avoue sur un enregistrement ou que nous attrapions papa en train de le payer. Je suggère que nous enregistrions Casper admettant ce qu'il a fait et les yeux de Sen s'illuminent comme lorsqu'il découvre la faiblesse d'un adversaire. Nous nous rendons dans un magasin d'électronique et achetons un petit enregistreur vocal qui tient dans une poche. De retour à l'appartement de Sen, nous pratiquons ce que nous dirons à Casper pour qu'il parle. Sen lui montrera la vidéo de sécurité et je lui dirai que nous savons que papa l'a payé. Nous agirons comme si nous avions déjà la preuve et verrons si Casper panique et commence à s'expliquer. L'essentiel est de l'approcher dans un lieu public afin qu'il ne puisse pas courir ou se défendre et de garder notre calme pour qu'il ne réalise pas que nous enregistrons. Nous passons des heures à répéter différents scénarios et réponses jusqu'à ce que nous maîtrisions. Pendant les 2 semaines suivantes, nous continuons de suivre Casper et d'apprendre sa routine. Tous les vendredis soirs, il se rend au même bar appelé Lee's dans l'est de la ville. C'est un bouge avec des sols collants et une table de billard dans le coin arrière. L'éclairage est faible et la musique est suffisamment forte pour que les conversations se mélangent. Personne là-bas ne fait attention aux affaires des autres. C'est parfait pour ce que nous devons faire. Le 3e vendredi, nous suivons Casper jusqu'à Lee's et observons à travers la fenêtre comment il commande une bière et s'assoit au bar. Nous attendons dans la voiture jusqu'à ce qu'il en soit à sa 3e boisson et qu'il commence à se détendre. Ses épaules s'affaissent et il rit de quelque chose que dit le barman. C'est là que nous entrons et nous nous glissons dans le box directement en face de l'endroit où il est assis. Casper nous regarde et son expression passe de désinvolte à confuse. Il fixe Sen puis moi comme s'il essayait de savoir d'où il nous connaît. Puis, la reconnaissance le frappe et son visage devient blanc. Il se lève rapidement et son tabouret racle contre le sol. Je me penche en avant et lui dis de se rasseoir, que nous voulons juste parler de ce qui est arrivé à notre mère. Ma voix est calme mais ferme, et je peux voir Casper calculer s'il doit courir vers la sortie ou nous écouter. Il se rassied lentement et ses mains tremblent alors qu'il attrape sa bière. Sen sort son téléphone et ouvre la vidéo de sécurité de l'attaque de maman. Il le tient de manière à ce que Casper puisse voir l'écran et zoome sur le moment où le masque de Casper glisse et où son visage est visible pendant 1 seconde. Les yeux de Casper s'écarquillent et il balbutie qu'il ne sait pas de quoi nous parlons. Qu'il n'a jamais vu cette vidéo auparavant, mais la sueur se forme sur son front et sa jambe rebondit sous la table. Sen zoome sur le tatouage de Jason ensuite, puis revient au visage de Casper. Je me rapproche et dis à Casper que nous savons tout. Que papa nous a déjà dit qu'il avait engagé Casper et Jason. Que Jason a admis y être allé. La bouche de Casper s'ouvre comme pour nier, mais aucun mot ne sort. Son visage s'effondre et il regarde sa bière comme s'il allait pleurer. Puis il se met à parler vite, les mots jaillissants. Il dit que papa lui a dit que maman avait volé de l'argent pendant leur séparation, qu'elle tenait papa à l'écart de ses enfants, qu'elle méritait qu'on lui donne une leçon de respect. L'enregistreur dans ma poche est en marche et capture chaque mot. Casper dit qu'il ne voulait pas blesser maman aussi gravement, que le plan était juste de l'effrayer. Mais Jason s'est laissé emporter par les coups et ne s'arrêtait pas. Il trouve des excuses et essaie de rejeter le blâme, mais il confesse qu'il était là et qu'il a participé. Je lui demande pourquoi il a fait ça, et la voix de Casper se brise. Il dit que papa lui a promis 15 000 $, assez pour se mettre à jour avec la pension alimentaire pour enfants et empêcher son ex-femme d'emmener leur fille pour toujours. Il dit qu'il était désespéré et que papa a fait en sorte que maman passe pour une personne horrible qui avait détruit leur famille. Mes mains se serrent en poing sous la table, mais je force ma voix à rester calme. Je pose plus de questions sur la planification, sur le moment où ils sont entrés par effraction, sur ce que papa leur a dit de faire spécifiquement. Casper continue de répondre parce qu'il croit que nous savons déjà tout et que coopérer pourrait l'aider d'une manière ou d'une autre. Sen demande quand papa lui a payé l'argent et Casper dit la moitié à l'avance et la moitié après que ce soit fait. Il sort son téléphone pour nous montrer son compte bancaire comme preuve qu'il dit la vérité. Ses mains tremblent tellement qu'il laisse presque tomber le téléphone. Mais il parvient à afficher son historique de transactions. Je prends des photos de son écran qui montrent 2 dépôts en espèces de 7 500 $ chacun. L'un est daté de 5 jours avant l'attaque de maman et l'autre est daté de 3 jours après.
C'est une preuve parfaite qui relie le paiement directement à la chronologie de ce qui s'est passé. Casper commence à pleurer et à dire qu'il est désolé encore et encore. Il dit qu'il avait désespérément besoin de l'argent, qu'on allait lui prendre sa fille, que papa lui a fait croire que maman avait ruiné sa vie et mérité ce qui lui était arrivé. Il nous supplie de ne pas aller voir la police car il perdra son emploi et sa fille et tout ce pourquoi il a travaillé. Je ne ressens absolument aucune sympathie pour lui, car maman aurait pu mourir des coups qu'il lui a portés. Sen se penche en avant, et sa voix devient froide et définitive. Il dit à Casper qu'il a 2 options. Se rendre à la police dans les 24 heures et tout avouer, ou nous apporterons l'enregistrement et toutes les preuves directement à la police. Le visage de Casper devient blanc, et il commence à secouer la tête rapidement en disant qu'il ne peut pas aller en prison. Sa fille a besoin de lui. Son ex-femme ne le laissera plus jamais la voir s'il est arrêté. Il supplie maintenant, demandant s'il peut faire autre chose, n'importe quelle autre façon de réparer ça. Je me lève et le regarde, lui disant qu'il a jusqu'à demain soir pour se décider. Et s'il s'enfuit, nous le traquerons et nous nous assurerons qu'il ne reverra plus jamais son enfant. Ensuite, nous sortons du bar sans regarder en arrière, laissant Casper assis là, les mains couvrant son visage. Sur le parking, Sen et moi nous tenons à côté de ma voiture, discutant à voix basse et dure. Je pense que nous devrions aller directement à la police maintenant avec ce que nous avons parce que donner du temps à Casper est stupide. Il va évidemment s'enfuir. Sen n'est pas d'accord et dit que nous devons lui donner l'occasion de faire ce qui est juste. Que cela paraîtra mieux au tribunal s'il se rend volontairement. Je dis à Sen que Casper est un lâche qui a frappé notre mère pour de l'argent. Il ne va pas soudainement trouver une conscience. Nous nous disputons pendant 10 minutes jusqu'à ce que nous parvenions à un compromis. Nous allons surveiller l'appartement de Casper cette nuit pour nous assurer qu'il ne disparaît pas. Et s'il est toujours là demain, nous lui donnerons jusqu'à l'heure limite. Nous nous rendons à l'immeuble de Casper et nous nous garons là où nous pouvons voir son camion et sa fenêtre. Les lumières de son appartement restent allumées jusqu'à plus de 2 heures du matin et nous faisons des quarts de surveillance. Vers 3 heures du matin, les lumières s'éteignent finalement et nous essayons tous les deux de dormir dans la voiture, l'un de nous gardant toujours un œil sur son camion. Le lendemain matin, à 6h, le camion de Casper est toujours sur le parking et je commence à penser, peut-être que Sen avait raison, peut-être que Casper va se rendre. Nous le voyons partir au travail à 7h30 dans son uniforme de livraison comme si c'était un jour normal. Sen dit que nous devrions le suivre pour nous assurer qu'il va vraiment au travail et qu'il ne se dirige pas vers l'autoroute. Nous suivons son camion jusqu'au centre de distribution et le voyons se garer et entrer. Je dis à Sen que nous devrions rentrer à la maison et dormir un peu. Revenir ce soir pour voir si Casper tient parole. Nous nous dirigeons vers l'endroit de Sen et nous nous assoupissons pendant quelques heures, mais je ne peux pas vraiment dormir car mon esprit ne cesse de rejouer la confession de Casper et de me demander si nous sommes en train de faire une grosse erreur. Vers midi, le téléphone de Sen sonne et nous réveille tous les deux. C'est un numéro que nous ne reconnaissons pas, mais Sen répond quand même en mettant le haut-parleur. La voix à l'autre bout demande si nous cherchons Casper, et mon estomac se tord. C'est l'un de ses collègues du centre de distribution qui dit que Casper a appelé, disant qu'il était malade ce matin, et lui a demandé de nous le dire si nous passions. Le collègue semble confus quant à la raison pour laquelle Casper voudrait qu'il nous transmette un message. Mais nous le remercions et raccrochons rapidement. Sen et moi nous regardons et nous savons tous les deux ce que cela signifie. Casper s'est enfui. Nous sautons dans la voiture et accélérons pour retourner à son immeuble. Son camion n'est pas sur le parking. Et lorsque nous montons à sa porte et frappons, personne ne répond. Je donne un coup de pied dans la porte de frustration et Sen sort son téléphone pour rappeler le centre de distribution, se faisant passer pour un ami de Casper, demandant si quelqu'un sait où il pourrait être. La personne au téléphone dit que Casper a juste appelé en disant qu'il était malade pour une journée. Ce n'est pas comme s'il avait démissionné ou quoi que ce soit, alors il est probablement toujours en ville quelque part. Nous passons toute la journée à rouler partout où nous pensons que Casper pourrait aller. D'abord, nous vérifions la maison de son ex-femme, mais sa voiture est là et le camion de Casper n'y est pas, alors nous n'appelons pas car nous ne voulons pas l'effrayer. Ensuite, nous conduisons jusqu'à la maison de papa et faisons le tour du pâté de maison 3 fois. Mais aucun signe du camion de Casper. Nous essayons l'appartement de Jason ensuite et restons assis dehors pendant 1 heure à surveiller, mais Casper n'apparaît jamais. À 18h, nous sommes à court d'idées,
et je suis de plus en plus en colère de l'avoir laissé s'échapper. Sen suggère de vérifier un motel bon marché près de l'autoroute, parce que c'est là que quelqu'un se cacherait s'il prévoyait de s'enfuir, mais n'était pas encore parti. Nous avons commencé à l'extrémité nord de la ville et avons avancé vers le sud, vérifiant les parkings de chaque motel délabré devant lequel nous passions. Finalement, à 20h, nous avons vu le camion de Casper garé devant un endroit appelé Highway Rest Motel. Un de ces endroits louches qui loin des chambres à l'heure. Sen voulait aller frapper aux portes jusqu'à ce que nous trouvions sa chambre. Le confronter à nouveau et le forcer à venir avec nous à la police. Cependant, j'en avais marre de jouer, et j'ai sorti mon téléphone pour appeler maman. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, et j'ai pu entendre la télévision en fond sonore. Je lui ai dit que nous avions trouvé les types qui l'avaient blessé, que nous avions des preuves et un enregistrement de l'un d'eux avouant, et que nous allions aller à la police ce soir pour tout remettre. Maman a immédiatement commencé à pleurer, mais c'était différent qu'avant. C'était du soulagement et de la peur mélangée. Elle nous a supplié d'être prudents, de laisser le système judiciaire prendre le relais à partir de maintenant, de ne rien faire qui nous causerait des ennuis ou nous blesserait. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne pouvait pas nous perdre, nous aussi, qu'elle avait besoin de nous en sécurité, plus qu'elle n'avait besoin de vengeance. Je lui ai promis que nous ferions les choses correctement, que nous allions directement au poste de police tout de suite, même si une partie de moi voulait toujours traîner Casper hors de cette chambre de motel et lui faire payer personnellement ce qu'il avait fait. Nous avons conduit jusqu'au poste de police et sommes allés au comptoir principal. J'ai demandé à parler à la détective Scott, qui s'était occupée de l'affaire de maman à l'origine, et l'officier au comptoir a semblé surpris, mais l'a appelé. 20 minutes plus tard, la détective Scott est sortie dans le hall, et elle semblait plus vieille que dans mon souvenir, plus fatiguée. Elle nous a immédiatement reconnus, et son expression était prudente alors qu'elle nous conduisait dans une salle d'interrogatoire. La pièce est petite avec une table en métal et des chaises inconfortables. Et il y a une caméra dans le coin avec une lumière rouge allumée. Sen et moi, nous sommes assis et avons commencé à exposer tout ce que nous avions trouvé au cours des 13 derniers mois. Nous lui avons montré les photos que nous avions prises de Jason, les captures d'écran des dépôts bancaires de Casper, l'enregistrement de la confession de Casper au bar. Nous lui avons parlé du fils secret de papa, de la nouvelle voiture de Jason et de l'hypothèque payée, de les avoir suivis et d'avoir retracé leurs mouvements. Nous avons expliqué comment nous avions relié le tatouage de Jason de la vidéo de sécurité à l'ami de papa. Comment nous avons trouvé Casper grâce à la confession de papa. Comment toutes les pièces s'imbriquaient dans un tableau clair de conspiration. La détective Scott est restée assise les bras croisés tout le temps et son expression est devenue de plus en plus sévère pendant que nous parlions. Quand nous avons finalement fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment, puis elle nous a dit que nous avions mené une enquête illégale. Elle a dit que l'enregistrement pourrait ne pas être autorisé au tribunal en raison des lois sur le consentement, que nous avions potentiellement gâché toute l'affaire en confrontant les suspects et en les menaçant. Elle a demandé si nous avions agressé quelqu'un, si nous avions proféré des menaces, si nous avions enfreint des lois au cours de notre enquête. Mon cœur s'est serré parce que nous pensions que nous aidions maman à obtenir justice, mais peut-être que nous avions juste tout empiré. J'ai admis que nous avions confronté Jason et papa chez papa, que nous les avions peut-être effrayés, mais que nous n'avions blessé personne. Sen a ajouté que nous n'avions fait que suivre des gens dans des lieux publics et prendre des photos que n'importe qui aurait pu prendre. La détective Scott a soupiré et a sorti un bloc-notes, nous disant que nous devions écrire des déclarations détaillées sur chaque étape de notre enquête. Elle voulait savoir chaque personne que nous avions suivie, chaque preuve que nous avions recueillie, chaque conversation que nous avions eue, chaque endroit où nous étions allés. Elle a dit qu'elle avait besoin de savoir exactement ce que nous avions fait afin de pouvoir déterminer quelle partie de l'affaire était toujours bonne et quelle partie nous avions ruinée. Le processus a duré 4 heures et ma main était paralysée à force d'écrire à la fin. Nous avons rempli page après page décrivant notre surveillance de Jason, notre traque de Casper, notre confrontation chez papa, notre enregistrement au bar. Chaque fois que nous pensions avoir terminé, la détective Scott posait une autre question qui nécessitait 3 autres paragraphes. Quand nous avons eu fini, il était plus de minuit et j'étais épuisé et terrifié à l'idée que nous allions être arrêtés pour harcèlement ou pire.
La détective Scott a ramassé toutes nos déclarations et nous a dit qu'elle devait parler au procureur pour savoir comment procéder. Elle a dit qu'il nous recontacterait et que nous ne devions plus contacter aucun des suspects ni faire d'autres enquêtes par nous-mêmes. Nous sommes rentrés chez nous en silence, et je ne savais pas si nous venions de sauver l'affaire de maman ou de la détruire complètement. 2 jours plus tard, la détective Scott a appelé mon téléphone et nous a demandé de revenir au poste. Elle a suggéré que nous amenions un avocat si nous en avions un. Et le ton de sa voix indiquait clairement que ce n'était pas facultatif. C'était plus comme un ordre. Sen et moi étions terrifiés car nous pensions que nous allions être arrêtés pour tout ce que nous avions fait. Nous n'avions pas d'avocat et nous ne pouvions pas nous en payer un, alors nous nous sommes simplement présentés au poste le lendemain matin en essayant de ne pas paniquer. La détective Scott nous a accueillis à nouveau dans le hall, mais cette fois il y avait quelqu'un avec elle, un jeune homme en costume qui semblait avoir une trentaine d'années. Elle l'a présenté comme Ada Kramer du bureau du procureur et il nous a serré la main avec une poigne ferme. Nous les avons suivis dans une salle de conférence plus grande que la salle d'interrogatoire, avec une longue table et des chaises très confortables. Ada Kramer s'est assis en face de nous et n'a pas perdu de temps en bavardage. Il nous a dit directement que nous avions créé un énorme gâchis en enquêtant par nous-mêmes, que nous aurions pu détruire l'affaire contre les personnes qui avaient blessé notre mère. Mais ensuite, son expression a légèrement changé et il a dit que même si nos méthodes étaient indiscutables, les preuves que nous avions recueillies pointèrent vers une conspiration claire en vue de commettre une agression. Il avait examiné les relevés bancaires, les photos, la vidéo de sécurité avec le tatouage de Jason. Et bien que l'enregistrement puisse ne pas être autorisé au tribunal, tout le reste construisait une affaire solide. Il a dit que si nous coopérions pleinement à l'avenir et arrêtions de faire quoi que ce soit par nous-mêmes, il était prêt à travailler avec nous pour poursuivre papa, Casper et Jason pour ce qu'ils avaient fait à maman. Kramer a sorti un dossier et a étalé des photos sur la table, pointant du doigt les dépôts bancaires que nous avions documentés. Il a dit que les dossiers financiers étaient une preuve solide, car ils montraient un schéma clair de paiement juste avant et après l'agression. Les photos de Casper et Jason ensemble donnaient un contexte à leur relation. Mais ensuite, il a tapé sur l'enregistreur que nous avions utilisé au bar et son expression est devenue sérieuse. Il a expliqué que, selon la loi de l'État, enregistrer quelqu'un à son insu pourrait ne pas être autorisé au tribunal. La défense pourrait argumenter qu'il a été obtenu illégalement et le faire rejeter entièrement. Mon estomac s'est tordu parce que cet enregistrement contenait l'aveu complet de Casper. Kramer a dû voir mon visage car il a rapidement ajouté que même sans l'enregistrement, l'affaire était suffisamment solide pour être poursuivie. Il prévoyait d'amener Jason pour l'interroger dans les heures à venir et lui offrir un arrangement. Si Jason acceptait de témoigner contre papa et Casper, il obtiendrait des accusations réduites ou peut-être juste une probation. Sen a demandé pourquoi nous laisserions Jason s'en tirer facilement, et Kramer a dit qu'il s'agissait de construire l'affaire la plus solide possible. Avec le témoignage de Jason, ils pouvaient prouver que papa avait tout orchestré. Sans lui, papa pourrait affirmer qu'il ne savait rien et que Casper avait agi seul. La détective Scott a hoché la tête et a dit « C'est une procédure standard dans les affaires de conspiration. Nous faisons retourner le maillon faible pour attraper le gros poisson. » J'ai détesté ça, mais j'ai compris la logique. Ce même après-midi, la détective Scott et 2 autres officiers se sont rendus au motel où nous avions traqué Casper. Kramer nous a laissé attendre au poste et nous avons surveillé par la fenêtre donnant sur le parking lorsqu'ils ont amené les suspects. Nous sommes restés assis là pendant 2 heures à boire du mauvais café et à peine parler. Finalement, une voiture de police s'est arrêtée et j'ai vu Casper sur la banquette arrière. Les officiers ont ouvert la porte et Casper a sprinté dès que ses pieds ont touché le trottoir. Il a couru dans la rue, mais la détective Scott avait positionné le 3e officier là. Ils l'ont plaqué violemment sur l'asphalte et l'ont menotté, tandis qu'il hurlait au harcèlement policier. Les voir le faire passer menotté devant la fenêtre aurait dû être satisfaisant. Nous avions passé 13 mois à traquer ce type. Nous l'avions confronté, enregistré, et maintenant il était enfin pris. Mais au lieu de cela, je me suis senti vide. Ce n'était pas la justice que nous voulions à l'origine. Nous voulions le faire souffrir de la façon dont il avait blessé maman. Nous voulions qu'il se sente effrayé et brisé. Au lieu de cela, il était juste arrêté et poursuivi comme n'importe quel autre criminel. Sen a dû ressentir la même chose, car il a regardé le sol au lieu de regarder Casper être amené.
Tout semblait trop propre, trop officiel, trop éloigné de la justice brute que nous avions imaginée. L'avocat de Casper est arrivé 3 heures plus tard, un type en costume coûteux qui avait l'air ennuyé d'être là. Kramer nous a dit à travers la vitre que Casper invoquait son droit de garder le silence sur les conseils de son avocat. C'était tout à fait normal et attendu. Casper resterait dans une cellule de détention jusqu'à son audience de comparution, probablement dans un jour ou 2. Ensuite, ils ont fait venir papa pour l'interroger. Nous ne pouvions pas entendre ce qui se passait, mais nous avons regardé à travers la vitre sans teint comment papa s'est assis en face de la détective Scott, l'air petit et effrayé. Son avocat est arrivé en 20 minutes et a immédiatement arrêté l'interrogatoire. Papa n'a pas dit un seul mot. Ensuite, Jason est entré séparément avec son propre avocat. Même résultat. Ils ont tous engagé des avocats et ont refusé de parler. Kramer a dit que c'était en fait une bonne chose pour l'accusation, car cela signifiait qu'ils étaient effrayés et sur la défensive. Les personnes innocentes veulent normalement s'expliquer. Les personnes coupables se cachent derrière des avocats. Pourtant, voir les 3 quitter l'interrogatoire sans faire de déclaration m'a fait sentir que nous n'avions rien accompli. Nous avions des preuves, des enregistrements et des photos, mais ils allaient tous rester assis en silence et laisser leurs avocats parler. La semaine suivante s'est écoulée plus lentement que n'importe quelle semaine de ma vie. Chaque matin, je me réveillais en espérant des nouvelles et je ne recevais rien. Chaque après-midi, je vérifiais mon téléphone en espérant que Kramer appellerait avec des mises à jour. Sen et moi avons essayé de nous entraîner à la salle de sport, mais nous n'étions pas concentrés. Nous faisions du sparring et frappions les sacs par inertie, mais tout le temps, nous pensions à l'affaire. Maman nous appelait tous les jours pour demander si nous avions entendu quelque chose. Mercredi, elle est allée au tribunal avec la détective Scott et a obtenu une ordonnance de protection contre papa, Casper et Jason. L'ordonnance stipulait qu'aucun d'eux ne pouvait la contacter, s'approcher de sa maison ou se trouver à moins de 150 mètres d'elle. Laia Rose, de l'hôpital, a rencontré maman ce même jour pour lui expliquer les procédures judiciaires. Elle lui a expliqué ce qu'était une mise en accusation, ce que signifiait une audience préliminaire et à quoi s'attendre si l'affaire allait au procès. Maman m'a appelé après cette réunion, l'air accablé. Elle a dit qu'il y avait tellement d'étapes et tellement d'attentes. Laia lui a dit que ses affaires pouvaient le prendre des mois, voire des années à se résoudre complètement. J'ai essayé de paraître encourageant. Mais, honnêtement, j'étais aussi frustré qu'elle. Vendredi après-midi, mon téléphone a finalement sonné avec le numéro de Kramer. Il a dit que l'avocat de Jason avait contacté pour un accord de coopération. Jason était prêt à témoigner que papa les avait payés, lui et Casper, pour agresser maman. Il dirait que papa avait tout planifié comme vengeance pour les accusations d'infidélité d'il y a 5 ans. Jason expliquerait comment papa l'avait contacté, combien d'argent leur avait été offert, comment ils avaient planifié les fractions pour qu'elles paraissent aléatoires. En échange, Jason voulait que ces accusations soient réduites d'agression à complicité, et il ne voulait pas de temps de prison, seulement une probation et des travaux d'intérêt général. J'ai senti ma mâchoire se serrer pendant que Kramer expliquait cela. Jason avait aidé à battre maman jusqu'à ce que son visage soit méconnaissable, et il voulait s'en tirer. Kramer a dit que l'accord était conditionné au fait que le témoignage de Jason soit véridique et complet. S'il mentait ou cachait quelque chose, l'accord était annulé et il ferait face à toutes les accusations. Il a demandé ce que Sen et moi pensions d'accepter l'accord. Je lui ai dit que j'avais besoin de parler à Sen et de le rappeler. 2 jours plus tard, Sen et moi étions assis dans le bureau de Kramer pour discuter de l'accord. J'ai dit que je détestais tout ça. Jason devrait aller en prison pour ce qu'il a fait. Kramer s'est penché en arrière dans sa chaise et a dit qu'il comprenait nos sentiments, mais que nous devions penser stratégiquement. Sans le témoignage de Jason, l'affaire contre papa était beaucoup plus faible. L'avocat de papa ferait valoir que papa ne faisait qu'exprimer des frustrations à son fils au sujet de son ex-femme. Il dirait que Casper a pris l'initiative d'agir et que papa n'était pas au courant de l'agression. Casper affirmerait probablement la même chose, qu'il avait mal compris ou agi seul. Les dépôts bancaires pourraient être expliqués comme un soutien familial légitime. La vidéo de sécurité montrait Casper et Jason, mais pas papa. Le témoignage de Jason était le lien qui connectait tout.
Ils pourraient témoigner que papa les a explicitement engagés, que papa a donné des instructions spécifiques, que papa les a payés après. Avec le témoignage de Jason, l'affaire de conspiration était solide. Sans lui, l'affaire était fragile. Sen a demandé ce qui se passerait si nous refusions l'accord. Kramer a dit qu'il poursuivrait Jason aussi. Mais les 3 accusés obtiendraient probablement des peines plus légères car les preuves étaient plus faibles. Ou pire, papa pourrait être acquitté complètement. Nous avons accepté l'accord, même si cela nous a retourné l'estomac. Condamner papa importait plus que punir Jason. Ce fut plus difficile de convaincre maman lorsque nous le lui avons dit. Elle a pleuré et a dit que Jason l'avait blessé autant que Casper. Pourquoi devrait-il s'en tirer alors que Casper allait en prison? Je lui ai expliqué ce que Kramer avait dit sur le fait que le témoignage était crucial. Elle a demandé si nous pensions que Jason dirait la vérité. Je lui ai dit que l'accord exigeait qu'il soit complètement honnête ou qu'il ferait face à toutes les accusations. Après 1 heure de conversation, elle a finalement accepté. Elle a dit qu'elle voulait que papa paie pour ce qu'il avait fait plus que toute autre chose. Si laisser Jason libre en était le prix, elle l'accepterait. 2 semaines plus tard, Jason a comparu devant le tribunal et a plaidé coupable de complicité d'agression. Il est resté là, regardant le sol pendant que le juge expliquait sa sentence. 2 ans de probation, 300 heures de travaux d'intérêt général et des paiements de restitution à maman pour ses frais médicaux. Il a accepté de témoigner complètement et véridiquement lors des procès de papa et Casper. Sortir de ce palais de justice en sachant que Jason était libre a fait trembler mes mains de rage. 3 semaines après les arrestations, la mise en accusation de papa a finalement eu lieu. Sen et moi nous sommes assis dans la salle d'audience, regardant papa comparaître devant le juge dans une combinaison orange. Le juge a lu les accusations à haute voix. Conspiration en vue de commettre une agression. L'avocat de papa a immédiatement plaidé non coupable. Ensuite, l'avocat a commencé à argumenter que papa n'était qu'un père exprimant des frustrations à son fils. Il a dit qu'il n'y avait aucune preuve que papa ait explicitement ordonné une agression. Les paiements à Casper étaient un soutien familial normal. Papa n'a jamais eu l'intention que quiconque soit blessé. Tout était un malentendu de Casper et la participation de Jason. Le procureur a insisté, citant l'accord de coopération de Jason et son témoignage à venir. Le juge a écouté les 2 parties, puis a fixé la caution à 50 000 $. J'ai pensé que papa devrait peut-être rester en prison. Mais son avocat a sorti une carte de crédit là même dans la salle et a payé la caution en 1 heure. Papa est sorti libre jusqu'au procès. Le voir quitter le palais de justice en vêtements normaux, sans menottes, sans combinaison orange, m'a donné envie de crier. La mise en accusation de Casper a eu lieu séparément la semaine suivante. Son avocat a plaidé non coupable et a immédiatement commencé à attaquer les preuves. Il a soutenu que la vidéo de sécurité était trop granuleuse pour identifier Casper de manière positive. Il a dit que les dépôts bancaires ne prouvaient rien, car papa aurait pu donner à son fils une aide financière légitime. Il a affirmé que Casper était au travail lorsque l'agression a eu lieu et avait des témoins pour le prouver. Kramer s'est levé et a détruit méthodiquement chaque argument. Il avait les dépôts bancaires chronométrés exactement avec l'agression. Il avait le témoignage de Jason plaçant Casper sur les lieux. Il avait la vidéo de sécurité montrant le visage de Casper lorsque son masque a glissé. Le juge n'a pas cru les arguments de la défense. Il a fixé la caution à 75 000 $, plus élevée que celle de papa car Casper avait commis l'agression physique. Casper n'a pas pu payer la caution. Il est resté en prison en attendant le procès. Les audiences préliminaires se sont éternisées pendant 2 mois avec des ajournements et des motions constantes. Chaque fois que nous pensions progresser, un avocat déposait une motion pour supprimer des preuves ou demander plus de temps. Sen et moi avons assisté à chacune des dates d'audience. Nous nous sommes assis dans la galerie derrière maman, montrant à papa et Casper que nous ne reculerions pas. Nous voulions qu'ils nous voient à chaque fois qu'ils entraient dans cette salle d'audience. Le stress a commencé à nous affecter tous. Maman a recommencé à mal dormir et a commencé à prendre des médicaments contre l'anxiété. Sen est devenue irritable à la salle de sport et criait sur les gens pendant l'entraînement. J'ai commencé à avoir du mal à dormir car chaque fois que je fermais les yeux, je revivais la confrontation chez papa. Je n'arrêtais pas de penser à quel point nous étions proches de faire quelque chose que nous ne pouvions pas défaire. À quel point nous avons failli devenir des criminels nous-mêmes en essayant d'obtenir justice.
Le système juridique avançait si lentement que cela ressemblait à de la torture. Mais au moins, cela progressait. Au moins, papa et Casper feraient éventuellement face à de vraies conséquences. Cela devait suffire. Un après-midi après une audience, la détective Scott nous a conduits, Sen et moi, dans un couloir latéral loin de la foule. Son visage était sérieux d'une manière qui m'a serré l'estomac. Elle nous a dit que l'avocat de papa préparait un dossier selon lequel nous avions harcelé et menacé leurs clients. Elle a dit qu'ils avaient des déclarations de papa et Jason sur la confrontation chez papa et ils affirmaient que nous avions forcé des aveux par la violence. La détective Scott nous a regardés droit dans les yeux et a dit que nous devions rester loin de papa, Casper et Jason complètement où nous pourrions faire face à des accusations nous-mêmes. L'avertissement semblait si injuste parce que nous étions la famille de la victime, mais elle a clairement indiqué qu'elle essayait de nous protéger. Nous avons convenu de garder nos distances, même si chaque partie de moi voulait se présenter à chaque date d'audience et les regarder fixement. Sen a hoché la tête et a promis que nous resterions à l'écart, et la détective Scott a semblé soulagée, mais toujours inquiète. Elle s'est éloignée et nous a laissés debout dans ce couloir, sentant que c'était d'une certaine manière nous qui étions en difficulté. La semaine suivante, mon téléphone a sonné pendant que j'étais au travail et le nom de Stanley Bailey est apparu à l'écran. Mes mains ont transpiré car Stanley n'appelait jamais à moins que quelque chose n'aille mal à la salle de sport. J'ai répondu et il m'a demandé de venir pour une discussion sur l'affaire. Sa voix sonnait différemment, pas en colère mais déçue, et cela rendait les choses pires. J'ai conduit jusqu'à la salle de sport après la fin de mon quart de travail et j'ai trouvé Stanley dans son bureau, la porte fermée. Il m'a fait signe de m'asseoir et m'a demandé directement si Sen et moi avions fait quelque chose d'illégal pendant notre enquête. J'aurais pu mentir, mais Stanley était notre entraîneur depuis 12 ans et il méritait la vérité. Je lui ai parlé de la filature de Jason et Casper, de la confrontation chez papa, de tout ce que nous avions fait avant d'aller à la police. Stanley a écouté sans interrompre, et quand j'ai eu fini, il a juste secoué lentement la tête. Il avait l'air déçu, mais pas surpris, comme s'il avait soupçonné que nous avions franchi des limites mais espéré que nous ne l'avions pas fait. Stanley s'est penché en arrière dans sa chaise et a dit qu'il nous soutiendrait en tant que témoin de moralité si le tribunal en avait besoin, mais la salle de sport devait se distancer publiquement de toute activité de justicier. Il m'a rappelé que l'entraînement en MMA était censé enseigner la discipline et le contrôle, pas encourager les gens à se faire justice eux-mêmes. Ces mots m'ont blessé parce qu'il avait raison que nous avions perdu le contrôle. Il a dit que la réputation de la salle de sport dépendait de ce que les élèves utilisaient leurs compétences de manière responsable et il ne pouvait pas permettre aux gens de penser qu'il entraînait des justiciers. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Mais ça faisait toujours mal de l'entendre dire que la salle de sport devait se distancer de nous. Stanley m'a dit que je pouvais continuer à m'entraîner là-bas, mais que je devais dorénavant être un exemple de faire les choses de la bonne manière. Je suis sorti de son bureau en me sentant plus petit que je ne l'avais été depuis des années, comme si j'avais déçu quelqu'un qui comptait. 4 mois se sont écoulés avec plus de dates d'audience et de paperasse juridique que je ne pouvais en suivre. Puis Kramer a appelé et a dit que l'avocat de Casper l'avait contacté avec une offre de plaidoyer. Casper était prêt à plaider coupable d'agression aggravée en échange d'une peine recommandée de 5 ans avec possibilité de libération conditionnelle. Kramer a dit qu'il voulait nous rencontrer, ma mère et moi, pour avoir notre avis avant de répondre à l'offre. Nous nous sommes rendus à son bureau au centre-ville et nous nous sommes assis dans une salle de conférence aux lumières fluorescentes crues. Kramer a exposé les détails de l'accord de plaidoyer et a expliqué que si Casper allait au procès, il pourrait obtenir plus de temps, mais qu'il y avait aussi une chance qu'un jury lui donne moins. Il a dit que les accords de plaidoyer apportèrent de la certitude, mais se révélaient souvent insatisfaisants car les peines semblaient trop légères. Maman est restée silencieuse pendant que Kramer parlait et j'ai pu voir ses mains trembler légèrement sur ses genoux. Lorsque Kramer a fini d'expliquer le tout, maman nous a surpris. Sen et moi en disant qu'elle voulait accepter l'accord. Elle a dit qu'elle était fatiguée du processus judiciaire et ne voulait pas passer par un procès où elle devrait témoigner et revivre l'agression devant des étrangers. Sa voix s'est brisée lorsqu'elle a parlé de devoir décrire les coups en détail pendant que Casper était assis là à regarder. Sen et moi étions partagés car 5 ans nous semblaient trop peu pour ce que Casper lui avait fait. J'ai pensé au visage de maman à l'hôpital, violet et enflé, et 5 ans semblaient y n'être rien. Mais maman n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait juste que ça se termine.
qu'elle avait besoin de passer à autre chose et d'arrêter de penser aux dates d'audience. Sen m'a regardé et j'ai pu voir la même lutte dans ses yeux, vouloir la justice, mais aussi vouloir que maman ait la paix. Nous avons dit à Kramer que nous nous en tiendrions aux souhaits de maman, car elle était la victime et devait vivre avec le résultat. Le procès de papa a été fixé à 2 mois après l'accord de plaidoyer de Casper, car papa refusait tout et insistait sur son innocence. Kramer nous a dit que la stratégie de papa était d'affirmer que Casper et Jason avaient agi de manière indépendante et que tout argent qu'il donnait à Casper était pour un soutien familial légitime. L'avocat de papa allait faire valoir que papa n'avait aucune idée de ce que Casper et Jason prévoyaient et qu'il avait été choqué lorsqu'il l'avait appris. Kramer semblait confiant que le jury verrait à travers les mensonges, car les dépôts bancaires étaient chronométrés exactement avec l'agression, et Jason allait témoigner que papa avait tout orchestré. La date du procès est apparue dans nos calendriers comme un compte à rebours pour quelque chose que nous attendions depuis la nuit où nous avions trouvé maman à l'hôpital. La semaine avant le début du procès de papa, Kramer a appelé avec la nouvelle que l'avocat de papa l'avait contacté avec une offre de plaidoyer de dernière minute. Papa plaiderait coupable de conspiration en vue de commettre une agression en échange de 3 ans de prison. J'ai senti la rage monter dans ma poitrine, car 3 ans, c'était encore moins que ce que Casper recevait, et papa était celui qui avait tout planifié. Kramer a dit qu'il avait déjà fait pression et exigé 5 ans pour égaler la peine de Casper. Il a dit que la négociation avait duré des heures et qu'il s'était finalement mis d'accord sur 4 ans. Kramer a demandé si nous voulions qu'il rejette l'offre et aille au procès de toute façon, mais il a averti que les procès étaient imprévisibles et que papa pourrait se retrouver avec moins de temps si un jury était sympathique. Maman a accepté l'accord de plaidoyer de papa avec un soulagement visible se répandant sur son visage. Elle nous a dit qu'elle voulait juste que cela cesse pour pouvoir passer à autre chose dans sa vie et arrêter de penser aux dates d'audience et aux avocats. Sen et moi nous sommes assis sur son canapé, luttant avec le résultat, car 4 ans nous semblaient très inadéquats pour avoir planifié une agression qui aurait pu la tuer. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont papa avait payé son propre fils pour battre son ex-femme, à la façon dont il avait tout orchestré par dépit et fierté blessée. 4 ans semblaient n'être rien par rapport à la vie de traumatisme que maman subirait. Mais maman n'arrêtait pas de dire que c'était fini, qu'elle ne pouvait plus supporter d'autres comparutions et d'autres avocats se disputant sur sa vie. Nous avons respecté sa décision même si nous avions un mauvais pressentiment. L'audience de détermination de la peine de Jason a eu lieu en premier puisqu'il a coopéré avec l'accusation. Sen et moi, nous sommes assis dans la salle d'audience avec maman et avons regardé Jason comparaître devant le juge dans un costume qui semblait trop grand pour lui. Le juge lui a donné 2 ans de probation, des travaux d'intérêt général, et lui a ordonné de payer une restitution à maman pour ses frais médicaux. Jason est sorti du palais de justice en homme libre, et je l'ai regardé monter dans sa voiture et s'éloigner comme si de rien n'était. Mes mains se sont serrées en poing, et j'ai senti cette rage familière s'accumuler dans ma poitrine. Kramer nous a rencontrés à l'extérieur et nous a rappelé que le témoignage de Jason était crucial pour obtenir des condamnations contre papa et Casper. Il a dit: parfois, le système de justice exige des compromis inconfortables pour attraper le gros poisson. J'ai compris la logique, mais cela n'a pas rendu la liberté de Jason plus facile à accepter. La sentence de Casper 2 semaines plus tard a été émotionnelle d'une manière que je n'attendais pas. Sa fille était dans la salle d'audience en train de pleurer, peut-être âgée de 10 ans, et j'ai pu voir Casper essayer de ne pas la regarder. Le juge a sermonné Casper sur le fait de trahir sa propre famille et d'utiliser des problèmes financiers comme excuse pour la violence. Il a dit que Casper avait eu des choix et qu'il avait choisi d'agresser brutalement une femme innocente pour de l'argent. Le juge lui a donné 5 ans de prison d'État avec éligibilité à la libération conditionnelle après 3 ans et lui a ordonné de payer une restitution conjointement avec Jason. La fille de Casper a sangloté plus fort lorsque l'huissier l'a emmené menotté. Une partie de moi s'est sentie satisfaite de le voir emmené en prison, mais une autre partie s'est sentie mal de voir sa fille perdre son père. Maman s'est approchée et m'a serré la main, et j'ai su qu'elle pensait à la façon dont tout ce gâchis avait détruit plusieurs familles, pas seulement la nôtre. 2 semaines plus tard, nous nous sommes assis dans la salle d'audience pour la sentence de papa, et mon estomac était noué. Papa s'est tenu devant le juge dans une combinaison orange. L'air plus petit que dans mon souvenir, les mains menottées devant lui.
Le juge lui a demandé s'il voulait faire une déclaration et papa a hoché la tête. Il a commencé à parler de la façon dont il n'avait jamais voulu que maman soit blessée à ce point, qu'il voulait seulement l'effrayer pour qu'elle admette la vérité sur l'infidélité qui n'avait jamais eu lieu. Il a dit qu'il regrettait tout et qu'il avait pris des décisions terribles motivées par la colère et la douleur. Sa voix s'est brisée lorsqu'il a parlé de perdre ses fils et sa famille. Le visage du juge était resté sévère tout le temps que papa a parlé. Lorsque papa a fini, le juge s'est penché en avant et a dit que les actions de papa étaient calculées et cruelles, qu'il avait planifié et payé une agression brutale sur une femme innocente. Le juge a dit que papa n'avait montré aucun véritable remords tant qu'il n'avait pas été attrapé et que ses excuses ne signifiaient rien par rapport au traumatisme qu'il avait causé. 4 ans de prison d'État sans possibilité de libération conditionnelle anticipée. L'huissier a emmené papa menotté et il nous a regardés une fois, les larmes aux yeux. Maman a commencé à trembler à côté de moi, puis les larmes sont venues. Nous sommes sortis dans le couloir et elle s'est simplement effondrée contre le mur en sanglotant. Sen et moi l'avons serrée dans nos bras pendant qu'elle pleurait et n'arrêtait pas de dire qu'elle n'avait jamais pensé que cela finirait ainsi, qu'elle n'avait jamais voulu que papa aille en prison, que tout était si compliqué. Nous l'avons conduite à la voiture et l'avons ramenée chez elle. Pendant tout le trajet, elle a regardé par la fenêtre, ne disant rien. Chez elle, nous avons commandé de la nourriture chinoise et mis sa comédie romantique préférée. Elle a à peine touché à la nourriture, mais elle a ri quelquefois au film. Nous sommes restés jusqu'à minuit, nous assurant qu'elle allait bien et qu'elle ne voulait pas être seule. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné alors que j'étais à l'appartement de Sen. Le nom de la détective Scott est apparu à l'écran et mon cœur a commencé à s'emballer. Elle a dit que le bureau du procureur avait examiné tout ce qui concernait notre enquête et avait décidé de ne pas porter plainte contre nous. Ils considérèrent l'affaire comme close avec les 3 agresseurs condamnés et ne voulaient pas punir la famille de la victime pour avoir cherché justice par elle-même. Le soulagement m'a frappé si fort que j'ai dû m'asseoir. J'ai appelé Sen immédiatement et il a littéralement crié de joie. Nous avions été inquiets pendant des mois que nous aurions des problèmes juridiques pour avoir confronté Jason et papa, pour avoir filé des gens et enregistré Casper sans permission. 2 jours après cet appel, une enveloppe est arrivée avec l'adresse de l'expéditeur du bureau du procureur. À l'intérieur se trouvait une lettre de Kramer nous remerciant de notre coopération lors des poursuites. Il a écrit que nos méthodes étaient peu orthodoxes et qu'il ne pouvait pas approuver officiellement l'enquête de justicier, mais que nos preuves avaient été cruciales pour obtenir les 3 condamnations. Il a inclus des brochures sur les services aux victimes et les ressources de conseil pour les survivants de traumatisme. Il a également écrit qu'il espérait que notre famille pourrait trouver la paix et la guérison maintenant que justice avait été rendue. La lettre a sonné comme une conclusion même si ce n'était qu'un morceau de papier. Sen et moi sommes allés à la salle de sport pour parler à Stanley de la reprise de l'entraînement. Nous n'y étions pas allés régulièrement depuis 6 mois à cause des dates d'audience et des réunions avec les avocats. Stanley nous a rencontrés dans son bureau et nous a examinés comme s'il vérifiait si nous avions des blessures. Il a dit que nous avions l'air terribles, hors de forme et épuisés. J'ai admis que nous avions laissé de côté l'entraînement pendant que nous gérions tout. Stanley a dit qu'il comprenait, mais que si nous voulions revenir, nous devions d'abord assister à des cours de gestion de la colère. Il a dit que la salle de sport ne pouvait pas avoir de membres qui pourraient perdre le contrôle et blesser quelqu'un parce qu'ils n'avaient pas géré leurs problèmes de colère. Sen a commencé à argumenter, mais je l'ai arrêté car Stanley avait raison. Nous avions failli détruire nos propres vies en cherchant vengeance, et nous avions besoin d'aide pour traiter cela. Le premier cours de gestion de la colère était bizarre parce que tout le monde était beaucoup plus âgé que nous. La conseillère était une femme d'une 50aine d'années qui nous a demandé de nous présenter et d'expliquer pourquoi nous étions là. Sen et moi avons raconté l'histoire de l'agression de maman et de notre enquête à tour de rôle. Les autres personnes du groupe ont semblé choquées. Et certaines ont semblé impressionnées que nous ayons traqué les agresseurs nous-mêmes. La conseillère n'a pas semblé impressionnée du tout. Elle a passé l'heure suivante à parler de la façon dont la colère peut sembler juste et justifiée, mais qu'elle détruit la personne qui la ressent autant que la cible. Elle a dit « La vengeance et la justice ne sont pas la même chose, même si elles peuvent sembler similaires de l'extérieur. » Au cours des semaines suivantes, elle nous a fait parler de la façon dont la colère avait motivé chaque décision que nous avions prise pendant 13 mois.
Elle nous a fait voir comment nous avions failli gâcher notre propre avenir et blesser des personnes innocentes dans notre quête pour faire payer papa et ses amis. Les séances étaient inconfortables, mais lentement, quelque chose a commencé à changer dans ma façon de penser à tout ce qui s'était passé. Maman a commencé à voir une thérapeute qui travaillait avec les victimes de crimes et les survivants de traumatismes. Elle nous a dit que les cauchemars se produisaient moins souvent, mais qu'elle se réveillait encore parfois effrayée. Elle avait du mal à être seule chez elle, surtout la nuit. Sen et moi avons passé un week-end à installer de nouvelles serrures sur chaque porte et à ajouter des caméras pour couvrir les angles morts que l'ancien système avait manqués. Nous avons installé des lumières à détecteur de mouvement tout autour de la maison afin que rien ne puisse se déplacer près de ses fenêtres sans déclencher des lumières vives. Maman nous a regardé travailler et a dit qu'elle se sentait déjà plus en sécurité, juste en sachant que nous rendions sa maison plus sûre. 3 mois après toutes les condamnations, maman a appelé et nous a demandé de venir. Elle avait des listes immobilières éparpillées sur la table de sa cuisine. Elle a dit qu'elle pensait à déménager dans un quartier différent parce que la maison actuelle avait trop de mauvais souvenirs. Chaque pièce lui rappelait cette nuit, et elle voulait un nouveau départ ailleurs. Sen et moi avons passé les 2 semaines suivantes à l'emmener voir des maisons. Elle voulait quelque chose de plus petit, plus facile à entretenir, avec de bonnes caractéristiques de sécurité déjà installées. Nous avons trouvé un endroit près de notre salle de sport qui avait des portes renforcées et un bon système d'alarme. Le quartier était calme avec beaucoup de familles et de gens promenant des chiens. Le visage de maman s'est illuminé lorsque nous sommes entrés et elle a dit que cela faisait du bien. Le processus de déménagement a pris 3 semaines et nous avons tous travaillé ensemble pour emballer l'ancienne maison. Sen et moi nous sommes assurés que le nouvel endroit de maman avait des serrures sur chaque fenêtre et des cadres renforcés sur les portes. Nous avons installé des caméras couvrant tous les angles et configuré le système d'alarme pour qu'il appelle nos téléphones s'il se déclenchait. Maman a plaisanté en disant que sa maison était plus sûre qu'un coffre-fort de banque maintenant. Mais nous pouvions voir le soulagement dans ses yeux lorsqu'elle fermait les portes la nuit. Laïa Rose, de l'hôpital, appelait régulièrement maman pour vérifier son rétablissement. Elle a mis maman en contact avec un groupe de soutien pour les survivantes d'agressions qui se réunissait 2 fois par mois dans un centre communautaire. Maman était nerveuse d'y aller au début, disant qu'elle ne voulait pas s'asseoir et parler d'être une victime. Laïa l'a convaincue d'essayer une réunion. Après cette première réunion, maman est revenue à la maison et a dit que cela l'avait vraiment aidée de parler à des gens qui comprenaient ce qu'elle avait traversé. Elle a commencé à y aller régulièrement et s'est liée d'amitié avec d'autres femmes qui surmontaient leur propre traumatisme. Elle nous a dit que le groupe la faisait se sentir moins seule et lui donnait l'espoir qu'elle pourrait guérir et avancer dans sa vie. 6 mois après la fin des procès, Sen et moi sommes allés à notre dernière séance de gestion de la colère. La conseillère s'est assise en face de nous avec 2 dossiers sur son bureau. Elle les a ouverts et a sorti des lettres qu'elle avait écrites pour nos dossiers, indiquant que nous avions terminé le programme avec succès et développé des façons saines de gérer notre colère. Nous avons signé quelques papiers et elle nous a donné les lettres dans des enveloppes scellées. Stanley nous attendait au gymnase lorsque nous sommes arrivés cet après-midi-là. Nous lui avons donné les lettres et il les a lues attentivement, hochant la tête en parcourant chaque page. Il est entré dans son bureau et est revenu avec 2 cadres bon marché du magasin à $1. Il a mis nos lettres dans les cadres et les a accrochées au mur derrière son bureau, juste à côté de ses certificats de ceinture noire et de ses photos de compétition. Il a tapoté les cadres et a dit qu'il rappellerait à tout le monde qu'être fort signifiait contrôler ses émotions, pas seulement ses points. Nous avons recommencé à nous entraîner sérieusement la semaine suivante. La discipline faisait du bien après des mois de dates de tribunal et de stress. Nos séances de sparring étaient différentes maintenant parce que nous étions plus conscients des dégâts que nous pouvions causer. Chaque fois que je lançais un coup de poing à Sen, je pensais à la responsabilité qui venait avec 13 ans d'entraînement. Il bougeait de la même manière, plus contrôlé et précis au lieu d'essayer simplement de placer des coups. Stanley exigeait plus de nous que jamais, nous faisant faire des rounds supplémentaires et plus d'exercices techniques. Il canalisait notre intensité dans la technique, au lieu de nous laisser nous battre avec rage. Un samedi matin, maman est arrivée au gymnase. Nous étions au milieu d'un round de sparring quand je l'ai vue entrer et s'asseoir sur le banc près de la porte. C'était la première fois qu'elle nous voyait faire du sparring depuis avant l'agression.
Sen et moi avons travaillé nos combinaisons, bloquant et contre-attaquant avec la précision que Stanley nous inculquait depuis des semaines. Quand le round s'est terminé, j'ai regardé et j'ai vu maman essuyer des larmes de son visage. Elle s'est approchée et nous a serrés tous les deux dans ses bras, sans se soucier que nous soyons en sueur et sales. Elle nous a dit qu'elle était fière de la façon dont nous avions géré tout cela. Même si le chemin avait été compliqué et douloureux, cela comptait plus pour nous que n'importe quelle ceinture de championnat. 1 an après la condamnation de papa, maman m'a appelé au travail. Elle semblait stressée et a dit qu'elle avait besoin de parler à Sen et à moi de quelque chose. Nous nous sommes rencontrés chez elle ce soir-là et elle nous a montré une lettre qu'elle avait reçue par la poste. L'expéditeur était la prison d'État où papa était incarcéré. L'enveloppe était toujours scellée et maman a dit qu'elle ne savait pas si elle devait l'ouvrir ou la jeter. Sen a pris l'enveloppe et l'a regardée pendant un long moment. J'ai dit à maman que c'était entièrement son choix, qu'elle ne devait rien à papa, y compris de lire ce qu'il voulait dire. Elle a pris l'enveloppe des mains de Sen, est allée à la cuisine et l'a jetée à la poubelle sans l'ouvrir. Elle est revenue et a dit qu'elle en avait fini avec ce chapitre de sa vie. Quelques semaines plus tard, maman a reçu un appel téléphonique d'une défenseure des victimes. La défenseure a expliqué que l'ex-femme de Casper voulait s'excuser pour ce que Casper avait fait. Elle n'avait aucune idée que Casper prévoyait d'agresser quelqu'un et a été horrifiée lorsqu'elle l'a appris. La défenseure a demandé si maman accepterait de recevoir la lettre. Maman a accepté et la lettre est arrivée quelques jours plus tard. L'ex-femme de Casper a écrit qu'elle était désolée pour la douleur que Casper avait causée et qu'elle espérait que maman pourrait guérir. Elle a dit qu'elle ne ressentait aucune colère envers maman et voulait qu'elle sache que la fille de Casper n'était pas au courant de l'agression non plus. Maman s'est assise à sa table de cuisine et a écrit une lettre de réponse. Elle a dit à l'ex-femme de Casper qu'elle appréciait les excuses et qu'elle n'avait pas de rancune envers elle ou la fille de Casper. Elle l'a postée le lendemain et a dit que cela faisait du bien de laisser partir une partie de la colère. Sen a reçu un appel du directeur d'un programme de MMA pour jeunes de l'autre côté de la ville. Ils avaient besoin d'un nouvel entraîneur et Stanley l'avait recommandé. Sen est allé voir le programme et est revenu excité par l'opportunité. Il a accepté le poste et a commencé à entraîner des enfants 2 fois par semaine. Je suis allé voir une de ces séances et il était incroyable avec eux. Il leur enseignait la bonne posture et les combinaisons de base, mais il parlait aussi de respect et de discipline. Il leur disait qu'apprendre à se battre signifiait apprendre quand ne pas se battre. Le voir travailler avec ses enfants m'a montré à quel point nous avions tous les deux grandi à partir de tout ce qui s'était passé. À peu près à la même époque, j'ai commencé à faire du bénévolat pour une organisation de défense des victimes au centre-ville. Ils aidaient les familles à naviguer dans le système de justice pénale lorsque quelqu'un qu'elles aimaient était blessé. Mon expérience à enquêter sur l'affaire de maman et à traverser les procès m'a donné des connaissances qui pouvaient aider d'autres familles. J'ai rencontré des personnes qui étaient confuses au sujet des procédures judiciaires ou effrayées à l'idée de témoigner. Je leur ai expliqué à quoi s'attendre et les ai connectés à des ressources. Cela faisait du bien de transformer notre voyage douloureux en quelque chose d'utile pour les autres. Le jour anniversaire de l'agression de maman, nous avons tous les 3 dîné dans sa nouvelle maison. Maman a cuisiné ses fameuses lasagnes et nous nous sommes assis autour de sa table de cuisine pour parler du chemin parcouru en 1 an. Maman a dit qu'elle dormait enfin toute la nuit sans cauchemar. Sen a parlé de la façon dont l'entraînement des enfants lui donnait un but au-delà du simple entraînement. J'ai partagé des histoires sur les familles que j'avais aidées grâce au programme de défense des victimes. Nous n'avons pas obtenu une justice parfaite car papa serait libéré dans 4 ans et Casper dans 3. Mais nous avons obtenu la responsabilité et la sécurité, ainsi que l'opportunité de guérir ensemble en tant que famille. La vie n'est pas revenue à la normale, car la normalité n'existait plus après ce qui s'était passé. Cependant, nous avions construit quelque chose de différent, quelque chose de meilleur. Une famille qui a combattu l'obscurité et a fait le choix d'avancer avec honnêteté et force.